Bonjour, bienvenue sur Corrèze Télévision pour cette émission littéraire, nouvelle émission littéraire où nous recevons une nouvelle fois un habitué de Corrèze Télévision, Jean-Michel Valade. C'est Loin mais c'est beau, paroles de Jacques Chirac. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous donc, pour parler un peu de ce livre. Le 26 septembre dernier, Jacques Chirac disparaissait, il laissait la Corrèze orpheline en quelque part. Et votre livre sort, je dirais, presque à point nommé. Expliquez-nous un petit peu le timing un peu de la création de ce livre, parce que finalement nous arrivons aussi à la Foire du Livre de Brive avec ce nouvel ouvrage paru au Puifrot éditeur, donc les éditions Lucien Souni. Et justement, ce livre, vous l'aviez déjà commencé depuis fort longtemps. Oui, le livre a commencé sur le plan de la rédaction au cours de l'automne dernier, 2018, et il a été achevé au mois d'avril de cette année. Mais d'un commun accord avec les éditions Souni, il avait été convenu que l'ouvrage sortirait pour la Foire du Livre, parce que c'est un temps fort, essentiel pour tout ouvrage concernant la Corrèze, et la disparition, comme vous l'avez rappelé, du président Chirac le 26 septembre, n'a pas modifié cette décision, et donc l'ouvrage sort pour la Foire du Livre, le 8 novembre. Voilà, c'est loin mais c'est beau, des paroles prononcées par le président de la République. Effectivement, ce sont des paroles qu'il a prononcées lors de sa campagne de réélection à la présidence de la République, donc en 2002, lorsqu'il a visité quelques fermes en Corrèze. Mais bon, c'est moqué un petit peu de ces paroles-là, que les médias ont mis bout à bout, ces mêmes paroles, cette même formule, mais en réalité, cela traduit, me semble-t-il, les relations qu'entretenait Jacques Chirac avec ce territoire où il avait été élu et qu'il avait été amené à quitter pour exercer d'autres fonctions à Paris. Alors on reviendra sur quelques temps forts que vous avez largement traités. Vous avez choisi de faire 19 chapitres. C'est pas involontaire, j'imagine. C'est symbolique et allez, on va plaisanter, faire une petite boutade en disant qu'heureusement Jacques Chirac a été donc un élu de la Corrèze, parce qu'il avait été élu de la Haute-Vienne, tenir 87 chapitres aurait été impossible. Alors, je le montre à la caméra, c'est un petit ouvrage certes, mais un ouvrage très très riche, très dense. Et je reconnais là votre travail d'historien, Jean-Michel. C'est vraiment un travail en profondeur que vous avez mené avec une multitude d'archives consultées pour arriver à cet ouvrage qui est, je disais, extrêmement détaillé. Oui, je crois pouvoir dire que c'est un travail d'historien qui s'est servi de ce qui avait été déjà écrit, bien évidemment, pour en tenir compte, des mémoires également sur tout le tome 1 du président Chirac, mais aussi avec le recours à des archives diversifiées, que ce soit aux archives départementales, à Tulle, en utilisant notamment la presse écrite de l'époque, qui est très riche, et puis aussi je me suis déplacé tout simplement à Sainte-Féréole pour essayer de voir bien qu'est-ce qu'il en était sur le plan du registre des délibérations du conseil municipal, là où Jacques Chirac a été élu dès 1965. Parlons de quelques-uns de ces temps forts. Moi j'en retiens un, d'abord c'est la députation, ce sont les législatives de 1967, où finalement il passe avec un petit peu plus de 500 voix d'avance, ce qui n'est pas une marge énorme, mais ce sont quand même ces grands débuts à la fois locaux et nationaux sur le territoire corrézien, cette élection, avec comme suppléant le docteur Bellecour à Ussel. Oui, c'était pas évident, c'était pas gagné d'avance parce que cette circonscription avait été détenue pendant fort longtemps par la gauche, donc radicale en particulier, mais pas seulement. On rappelle que dans la circonscription d'Ussel, il y a quand même eu, pendant l'entre-deux-guerres, au temps du Front populaire, l'élection d'un député communiste. Eh bien, donc Jacques Chirac est arrivé en tête au premier tour avec un petit peu plus de 40% des voix, et c'était pas gagné du tout, puisque il y avait un adversaire qui était bien présent, qui avait devancé le candidat à la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, donc qui était le communiste Georges Aymon. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, au second tour, ça s'est joué à un petit peu plus de 500 voix. Et ça a été un très beau succès, très beau succès. Alors au passage, il ne siégera pas à l'Assemblée nationale, puisque en tant que secrétaire d'État, je crois, dans le gouvernement Pompidou, à l'emploi, eh bien c'est son suppléant, justement, le docteur Bellecour, qui ira à l'Assemblée nationale. Voilà, le maire d'Ussel, qui, lorsqu'il avait été sollicité par Jacques Chirac, lui avait dit oui, mais sous réserve que, eh bien, il reste député suppléant.
Et par la force des choses, de par l'entrée très rapide au gouvernement donc, de Jacques Chirac, le maire d'Ussel est devenu député également de la circonscription. Alors, il commence presque par un mandat allez, à la limite entre le territoire et la nation, et il poursuit dans la foulée sur cette victoire par les cantonales, des cantonales partielles, si je ne dis pas de bêtises. Vous me rectifiez, hein, Jean-Michel, au mois de mars 1968, donc un an tout juste après, où là par contre, avec 61% des voix au premier tour, c'est une élection de conseiller général, comme on le disait à l'époque, qui va d'ailleurs se traduire par un poste de président du conseil général de la Corrèze en 1970, là, donc 2 ans plus tard. Là, ça y est, l'ancrage corrézien est vraiment en train de se faire. L'enracinement, il est là, donc puisqu'il remplace le défunt, donc titulaire du poste, le sénateur-maire de Meymac, Marcel Audy. Donc c'est une élection partielle et c'est un succès très franc. Là, dès le premier tour, avec plus de 60%, ainsi que vous le rappelez, c'est un véritable succès, on ne va pas dire un triomphe, mais cela montre que le député, qui est présent depuis peu de temps, depuis 1 an, et qui malgré tout est présent sans être présent directement, puisqu'il n'est plus député, eh bien, a réussi à faire en sorte que son charisme, et puis son équipe qui était présente, hein, avec en particulier le maire d'Ussel, donc Henri Bellecour, a su séduire les électeurs du canton de Meymac. Il y a en Corrèze un Jacques Chirac qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur, et puis il y a sur Brive Jean Charbonnel avec lequel les relations vont un petit peu se tendre, Jean-Michel, on peut dire ça comme ça, parce que les années 70 ne sont pas, on ne peut pas vraiment parler d'entente cordiale entre les 2 hommes, hein. C'est quand même très tendu. Pas vraiment, les relations n'ont pas été linéaires, si on peut employer ce terme-là. Il y a eu des affrontements verbaux, et puis qui se sont soldés aussi par parfois des décisions qui sont un petit peu surprenantes, parce que ce sont 2 hommes de la même mouvance, du même parti, qui sont de la même génération aussi, hein. Ils ont 5 ans d'écart. Jean Charbonnel est de 5 ans l'aîné de Jacques Chirac, et leur manière d'appréhender le gaullisme au plan national et d'appréhender les choses en Corrèze font qu'il va y avoir des tensions qui vont devenir à un certain moment une véritable guerre de tranchées, et en particulier on va voir cette chose incroyable, c'est-à-dire que le député maire de Brive, Jean Charbonnel, le maire de Brive, va intenter, en sa qualité de conseiller général de Brive-Centre, va intenter un recours devant le tribunal administratif de Tulle avec l'aide de l'opposition, c'est-à-dire les communistes et les socialistes, pour essayer de faire comprendre que l'on ne peut pas cumuler donc 2 mandats d'exécutif, celui de président du Conseil général de la Corrèze, hein, Jacques Chirac, et puis celui de président du département de la Seine, donc de la ville de Paris. Et le recours a lieu et le tribunal administratif ne suit pas les opposants. Alors vous parlez de cumul des mandats, justement, on arrive en cette fin des années 70, où Jacques Chirac est conseiller général de Meymac, président du conseil général de la Corrèze, il est député encore de la circonscription d'Ussel, et il va être élu donc maire de Paris. Le cumul des mandats, à l'époque, c'était quelque chose qui était coutumier, et on n'hésitait pas à empiler les différentes fonctions. Voilà, et donc je relate dans l'ouvrage un communiqué de presse qui a été publié notamment dans la vie corrézienne au moment où Jacques Chirac a été élu maire de Paris. Et ce communiqué de presse est très très intéressant parce qu'il montre que pour l'intéressé, et c'était la norme à l'époque, hein, le cumul des mandats, que pour l'intéressé, ce n'était pas un problème de détenir plusieurs mandats, et il explique très clairement qu'il est capable de serrer, entre guillemets, son temps en fonction des différentes fonctions, justement, qu'il exerce. Alors, vous êtes sans complaisance aussi, Jean-Michel, hein, je crois qu'on peut le dire, c'est un vrai travail d'historien pour cela, hein, c'est le rôle de l'historien aussi, d'avoir aussi un regard critique hein, sur, y compris la carrière d'un grand homme politique. Vous êtes sans complaisance sur la mairie de Paris, le bureau des affaires corréziennes, les emplois fictifs tels qu'ils ont été organisés hein, par cette mairie de Paris. Vous en retirez quoi? Quelle est votre conclusion? Que c'était des habitudes qui étaient finalement presque, je ne vais pas dire coutumières, mais en tous les cas qui se faisaient, et qu'à l'époque, eh bien, on avait ça souvent peut-être dans d'autres mairies ou dans d'autres ministères. Oui, moi je dirais que c'était l'air du temps.
L'air du temps, c'était quelque chose qui était fréquent, qui a été plus ou moins utilisé à bon escient par un certain nombre de personnalités politiques. Je crois pouvoir dire que le futur président de la République a su utiliser ceci, puisque la loi ne l'empêchait pas. L'empêchait pas, et donc cela lui a servi pour le déroulement de sa carrière. Vous avez également, on a encore quelques minutes, quelques mots à dire sur Bernadette, parce que Bernadette Chirac, elle a eu aussi un rôle très important dans l'ancrage local du président, elle-même impliquée dans la vie politique locale, communale, départementale, et vous avez voulu quand même consacrer un chapitre à l'épouse du président. Oui, parce que est-ce que l'on peut imaginer Jacques Chirac en Corrèze sans la présence de son épouse Bernadette ? Elle a joué un rôle essentiel. Au début, peut-être c'était un rôle un petit peu en retrait, mais au fil du temps, elle qui était élue du conseil municipal de Saran, puis adjointe, par la suite va devenir conseiller général du canton de Corrèze, et on peut considérer qu'à partir du moment où Jacques Chirac a été appelé aux plus hautes fonctions de l'État républicain, donc président de la République, elle a pris en quelque sorte, entre guillemets, le relais donc de son époux dans le département, et elle a contribué à médiatiser la Corrèze. Et ça, c'est quelque chose de très important. On peut prendre un seul exemple, mais il est donc essentiel. Si le Tour de France est arrivé donc en Corrèze et notamment dans des toutes petites communes, et en particulier à Chaumeil avec l'étape donc qui va arriver au sommet en 1987, voilà, du Succomé, donc dans les monnaies d'hier, c'était chose incroyable. Et donc elle a été capable de mobiliser les énergies et les financements aussi, ne l'oublions pas, pour arriver à ceci. Je voulais qu'on termine justement sur cette note un petit peu plus légère, Jean-Michel, avec le Tour de France. Donc 1987, vous l'évoquiez, puis il y a eu aussi 1998, et puis à Mérignac-l'Église, avec toutes les affaires de l'équipe Festina. Oui. 2001, une arrivée à Saran, et puis on boucle la boucle, puisque l'année prochaine, en 2020, le Tour de France sera de retour à Saran pour une arrivée d'étape. En conclusion, vous évoquez les traces mémorielles du président. On terminera là-dessus. Elles sont quand même importantes. Elles sont importantes, donc traces mémorielles, eh bien, je crois, il faut insister là-dessus avec la Fondation Jacques Chirac, où c'est un homme qui a énormément œuvré pour les personnes handicapées, au sens large du terme, par la création d'un grand nombre d'infrastructures, non seulement dans sa circonscription, mais au-delà. Ça, c'est quelque chose d'important, avec plus de 800 emplois aujourd'hui, plus de 1200 places d'accueil pour ces personnes handicapées à différents stades, à différents niveaux. Donc ça, c'est une trace mémorielle. Elle est implantée, la fondation, son siège est implanté donc à Ussel. Si on redescend un petit peu, donc il y a le musée du président à Saran. Et puis à Brive, depuis l'an dernier, depuis 2018, il y a une avenue à l'initiative de la municipalité de Brive, bien sûr, une avenue Jacques et Bernadette Chirac, et qui s'ouvre vers Malmort et vers les terres où Jacques Chirac et Bernadette Chirac ont été élus. Merci beaucoup Jean-Michel. C'est loin mais c'est beau, Jacques Chirac en Corrèze, aux éditions donc Lucien Souni, Le Puy-Fro. On remerciera Véronique Tabuy également, qui fait un excellent travail de direction donc aux éditions Lucien Souni. Merci Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne foire du livre. Nous sommes à quelques jours de la foire du livre. Et puis on vous verra peut-être sur les routes du Tour de France près de Saran au mois de juillet prochain. Probablement. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur Corrèze Télévision.